Amis de l'électronique, bonjour. Ça fait plusieurs fois que certains d'entre vous me demandent de faire une présentation d'un projet complet, c'est-à-dire partir de simplement l'idée de réalisation jusqu'à sa réalisation complète. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, en effet, pour des débutants de combler un petit peu cette lacune. Mais bon, pour pas faire une vidéo trop longue, parce qu'on va voir que celle-là va déjà être un petit peu longue, il fallait choisir quand même un projet, on va dire, relativement simple. Et là, donc, j'ai eu l'idée de faire CP0160. Hein. Je rappelle que toutes mes réalisations sont numérotées pour CP, un Syrup Product. Et je suis parti, donc, comme on va voir, sur l'idée d'avoir un petit testeur très simple de photocoupleurs. Alors, on peut tester plein de trucs sur les photocoupleurs. Hein. J'ai même dans les cartons un testeur à la fois assez complexe. Mais là, je me suis volontairement, comme on va le voir, limité vraiment à quelque chose de basique. Mais voilà, l'idée, ça va être là de vraiment partir de rien, on va dire, juste de l'idée de ce qu'on veut faire, jusqu'à avoir l'appareil complet. Alors, attachez vos ceintures et c'est parti. Alors, une fois qu'on a simplement un petit peu l'idée de ce qu'on veut faire, c'est toujours assez intéressant, en fait, de la préciser un petit peu, de la cerner, de se dire, voilà, qu'est-ce que ça va faire exactement, qu'est-ce que ça va pas faire. Et ça a l'air de rien, mais des fois c'est important, on peut le faire mentalement ou par écrit. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai souvent vu, en fait, surtout dans l'informatique, des gens commencer à travailler sur des projets alors qu'ils ne savaient pas exactement ce qu'ils voulaient faire. Et ça, c'est quand même relativement gênant et souvent ça donne des déconvenus. Donc ça, il faut généralement quand même y penser avant. Donc là, l'idée, c'est de se faire, je veux dire, un mini cahier des charges. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui va juste tester qu'un photocoupleur fonctionne ou pas, hein, ce qu'on appelle un go-no-go quelque part, et il va rien faire d'autre. C'est-à-dire, il va pas faire des mesures statiques, dynamiques. Hein, je vous avais déjà montré dans les datasheets d'un photocoupleur tout ce qu'on peut mesurer dessus. Ici, c'est vraiment hyper simple. Donc l'idée, c'est que ça va les tester, on va dire, normalement à saturation. C'est-à-dire, en gros, on éclaire la LED au maximum et on vérifie que derrière, la sortie se commute bien. En même temps, on se limite qu'à deux types de photocoupleurs. Les photocoupleurs sortis avec un simple transistor, hein, et ceux éventuellement avec des sorties Darlington. Mais c'est tout. C'est-à-dire, en aucun cas, ça va tester les photocoupleurs multiples, logiques, triac, thyristor, et ainsi de suite. Là, c'est vraiment, on va dire, les types de base, et en même temps, on va même se limiter au niveau des boîtiers aux deux, je veux dire, topologies les plus couramment rencontrées, à savoir ceux qui sont dans des boîtiers DIL, un dual inline à 6 pattes, un 3 de chaque côté, et à 4 pattes, hein, comme le légendaire PC 817. Donc voilà, ça déjà, c'est bien l'idée de bien cadrer un petit peu ce qu'on va faire. Ensuite, généralement, on peut commencer après à faire un schéma, et l'idée, c'est comme de partir sur le truc le plus simple possible. Donc là, l'idée, c'est de se faire un support comme ça. Alors pourquoi j'ai pris un support à 14 broches? Parce que j'ai, comme on va le voir, des supports ZIF, hein, Zero Insertion Force, à cette broche. Et donc, je vais utiliser, je veux dire, la partie supérieure du support pour tester les DIL 6 et inférieure pour tester les DIL 4. Alors, bien sûr, on en teste qu'un à la fois, mais voilà, c'est juste câblé. Hein. On peut voir ici les brochages généralement standardisés pour les photocoupleurs de ce style-là, hein, à 6 comme ça, et ceux avec 4 broches. Donc là, l'idée, c'est quoi? Je rappelle qu'un photocoupleur, dans ce cas-là, si on ne fait pas passer de courant dans la LED, en gros, le transistor ici de sortie doit être bloqué, et si la LED est allumée, et allumée, je veux dire, à son maximum quelque part, il doit être ce qu'on appelle saturé, c'est-à-dire, c'est un petit peu comme un interrupteur, il doit laisser passer ici le courant avec une tension entre le collecteur et l'émetteur très faible. Pour le faire, hein, l'idée, c'est que je vais mettre en série ici une LED rouge extérieure, en série avec la LED du photocoupleur, et pouvoir l'accommoder ici avec un bouton poussoir. Alors pourquoi faire ce montage-là? Parce que comme ça permet de voir que la LED n'est pas coupée. Si on mettait la LED simplement en parallèle, par exemple, on ne verrait pas si jamais elle est coupée ou autre. Là, on va au moins pouvoir voir ça. Donc en fait, quand j'appuie ici sur le bouton poussoir, ça va faire passer un courant normalement dans la LED du photocoupleur, et ici, avec bien sûr une résistance de limitation. Alors bien sûr, il faut aussi se poser la question de quelle source d'alimentation on va prendre et quelle tension. Donc ça, c'est pareil, j'avais déjà fait une vidéo hein, sur les critères de ce genre de choix.
Mais ici, il y a plein de choses possibles. Ça peut être des batteries, ça peut être des piles, ça peut être du 12 volts, quelque chose avec une grande dynamique. On pourrait dire que ça marche de 3 à 20 volts ou tout ce qu'on veut. Bon, ici, j'ai voulu faire un truc simple et je me suis dit, comme maintenant, on a partout des alimes USB 5 volts, eh ben, partons donc sur du 5 volts et ça ira normalement très bien. Donc, voilà ici pour la partie primaire. Et ensuite, pour vérifier donc que ça commute bien, ben là pareil, on va mettre une deuxième LED ici, avec toujours sa résistance de limitation. Et cette LED, en gros, bah, si jamais le transistor ici devient passant, ça fera passer un courant dedans, et ça va s'allumer. Donc là, l'idée, c'est que, comme je l'explique, hein, normalement, avec ce genre de testeur, si on branche ici un photocoupleur, aucune des LED doit s'allumer. Hein, si celle-là s'allume, ben ça serait grave, ça veut dire qu'il y a un gros défaut d'isolation à l'intérieur, donc là, il faut tout de suite le mettre à la poubelle. Et celle-là, pareil, ne doit pas s'allumer, parce que sinon, ça voudrait dire que, bah, quelque part, il est passant, alors que la laine n'est pas éclairée. Donc, il n'y a rien d'allumé, et quand j'appuie ici sur le bouton poussoir, bah, cette LED-là doit s'allumer, hein. Si elle ne s'allume pas, c'est que la LED du photocoupleur est coupée, et comme elle émet de la lumière à l'intérieur, ça doit saturer le transistor, ce qui fait qu'il y a du courant qui passe dedans, et elle doit s'allumer. Donc voilà, le test ici est facile, hein. Donc on met le photocoupleur à tester, si on n'appuie pas, il n'y a rien qui s'allume, si on appuie, les deux doivent s'allumer. C'est ce que j'explique ici hein, sur la page. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas détecter que la LED du photocoupleur, par exemple, est en court-circuit, mais de toute façon, si c'était le cas, quand on appuiera sur le bouton, celle-là s'allumera, mais de toute façon, il ne fonctionnera pas. Alors très rapidement, une fois qu'on a fait ce schéma, hein, je rappelle le calcul des valeurs. Donc là, l'idée, c'est que je veux mettre ici une résistance de limitation. Je vous renvoie aussi sur ma vidéo sur les LED et le fait que de mettre des résistances ou des limitations de courant dessus, c'est quelque chose d'absolument obligatoire. Et là, pour la calculer, c'est assez simple. Hein. Une LED rouge comme ça, pour fonctionner, il lui faut à peu près 2 volts. Les LED infrarouges qu'il y a dans les photocoupleurs, généralement, c'est de l'ordre de 1,8 volts. Donc, si on calcule 5 volts d'alimentation, moins 2, moins 1,8, et qu'on veut faire passer dedans un courant de l'ordre de entre 15 et 20 milliampères pour être sûr de faire fonctionner la grande majorité des photocoupleurs, eh ben, on trouve une valeur de résistance, on prend la valeur normalisée la plus proche, et donc ici, 68 ohms. De même ici, hein, là, avec une charge de 10 milliampères, c'est à peu près aussi ce qu'il faut universel, et pareil, on va compter 2 volts aux bornes de la LED, donc ici, bah, pareil, on peut calculer ici la résistance, sachant qu'il y aura quand même ici la tension collecteur-émetteur, mais normalement la saturation elle est relativement faible. Donc voilà, donc là j'ai calculé mon montage. Alors une fois qu'on a fait comme ça quelque chose de simple, on peut se dire, bah à la limite ça suffit, mais on peut un petit peu éventuellement voir l'améliorer. Alors là c'est là que j'ai fait ma version améliorée. Alors qu'est-ce qu'il y a d'amélioré dans cette version? Ce qui me plaisait pas tellement dans l'autre quand même, c'est que même si, dans le cas ici, je pense que ça serait pas très gênant, le support, il reste sous tension dès qu'on l'a branché. C'est-à-dire que on peut brancher un photocoupleur sous tension. Donc ça, c'est pas forcément top. Et en même temps, il n'y a aucune protection ici sur l'alimentation. Donc là, qu'est-ce que j'ai amélioré? C'est exactement le même principe de mesure, mais j'ai fait qu'il y a aussi un bouton poussoir qui fait que normalement, tant qu'on n'appuie pas dessus, le support ici n'est pas alimenté. Voilà. Et pour éviter d'avoir plusieurs interrupteurs, bah en gros, quand c'est alimenté, j'ai ici ce vénérable 555 hein, monté en multivibrateur astable qui va à une fréquence très basse faire que c'est comme si j'appuyais sur le bouton de tout à l'heure où je le relâchais et je rappuyais dessus à une fréquence de l'ordre de 1 Hz à peu près. Et donc dans ce cas-là, bah, si ça fonctionne bien, les deux LED doivent être éteintes et s'allumer en même temps. Donc voilà. Alors bon, je vous passe ici le calcul pour le 555. Honnêtement, il suffit de rechercher calculateur 555. On trouvera plein de sites, je veux dire, pour faire ce genre de calcul. Hein. Et comme la vidéo va déjà être longue, je rentre pas ici dans le détail. Mais enfin voilà, là, avec les valeurs choisies, ça va faire un rapport cyclique de l'ordre de 66% et une fréquence de l'ordre de un peu plus de 1 Hz ici. Donc là, bah, je ne reviens pas sur l'explication, c'est la même chose. Alors au niveau de l'alimentation, pour être sûr que on branche ça dans le bon sens, parce que c'est vrai qu'une prise USB, normalement on peut pas se tromper, mais si derrière cette prise on la monte sur une alim ou un autre, là il y a une sécurité. Donc là j'utilise les fameux TVS.
qui fait que si jamais la tension dépasse 5 volts ou est branchée à l'envers, bah, il se mettra en court-circuit quelque part. Et alors quand on fait une protection comme ça, il faut bien sûr avant mettre ici une protection. Et ici j'ai mis un fusible de 300 mA, ce qui est largement suffisant. Et en même temps, ici j'ai rajouté cette LED bleue avec sa résistance de limitation. L'idée c'est de se dire que bah, ça permet de visualiser avant d'appuyer sur le bouton qu'il y a bien l'alimentation. Donc voilà, on voit que c'est pas une super augmentation de complexité, mais je pense que ça, enfin, je veux dire, ça correspond à ce que j'ai envie de faire. Après, il y a plein de façons de faire. Alors bon, ce condensateur ici, qui sert un peu de gros découplage et de réserve de courant, honnêtement, ici, il n'est pas indispensable, mais je veux dire, c'est quand même bien de le mettre. J'ai pas mis, par contre, le condensateur qu'on met souvent entre la broche 5 et la masse ici, parce que dans le cas qui nous intéresse, honnêtement, même s'il y a un peu de jitter sur l'impulsion, vraiment, c'est absolument pas important. Donc voilà, maintenant, on a un beau schéma. Donc à partir de ce schéma, on peut faire ici la liste des composants, et bah, après, on va pouvoir attaquer la réalisation. Bien, donc une fois qu'on a un beau schéma, ça peut parfois être intéressant, si on veut, de l'essayer avant sur une breadboard. Pourquoi pas aussi faire une simulation avec LTSpice. Pourquoi? Parce que bah, sur une breadboard, ça va être quand même éventuellement beaucoup plus facile de faire des modifications plutôt que de le faire sur le circuit fini. Et puis ça va aussi éventuellement permettre, dans certains cas, de tester les composants avant de les monter. Alors bien sûr, c'est une étape qui n'est pas obligatoire, hein, je ne le fais pas toujours, mais voilà, tout va dépendre de la confiance que vous avez ou pas. De toute façon, avant tout, il faut quand même réunir tous les composants du montage. Donc ça c'est fait. Alors là, pour info, justement, je l'ai fait sur une breadboard. Alors j'ai pas mis tous les composants, parce qu'il y en a, c'est pas la peine, l'alimentation et tout. Mais ici, on retrouve le 555, le photocoupleur de test. Et là, donc si je le mets en route en 5 volts, bah, on voit que ça marche bien. On a bien ici la LED rouge en série avec la LED du photocoupleur qui clignote. Et en face, avec le photocoupleur, il commute bien la LED verte. Et donc, là, ça fonctionne. En plus, ça permet de voir, par exemple, bah, que la fréquence de fonctionnement est, je veux dire, conforme avec ce qu'on avait calculé. Sachant que si on veut la changer, c'est très facile. Il suffit de changer la valeur ici, par exemple, du condensateur. Et si on la diminue, ça ira plus vite. Si on l'augmente, ça ira plus lentement. Bon, moi, ça me convient comme vitesse. Après, c'est à chacun de voir. Donc, voilà. Alors, une fois que donc on a ça, bah, y a des fois des composants qui ne sont pas forcément sur la liste, mais alors, je vous conseille toujours, quand vous pouvez, de mettre les circuits intégrés sur support. Hein. Je vous conseille ces supports Tulip, là, qui sont vraiment très bien et qui permettent pas de souder, mais quitte à chauffer un peu plus ou autre, sans risquer d'endommager les circuits. Comme ça, on peut aussi les changer. Alors, moi, j'ai choisi... j'avais la chance d'avoir en stock un de ces supports, ce qu'on appelle ZIF, hein, Zero Insertion Force, qui sera parfait pour tester. Mais ces supports-là, ils sont pas enfin, on peut les souder, mais ils sont pas faciles, les pattes à mettre dans des supports. Et les seuls supports que j'ai où on peut les insérer facilement, c'est ces supports à wrapper. Bon, là, je vais pas faire de wrapping, mais enfin, tant pis, je couperai les pattes. Donc voilà. Alors, bien sûr, une fois que on a fait tout ça, généralement, le montage, alors on peut choisir de le laisser brut sur un circuit, un PCB, mais c'est pas terrible. Il va falloir le mettre dans une boîte. Ça veut dire il va falloir le fixer, mettre des commandes, des choses comme ça. Et c'est sans doute la première chose qui va un petit peu guider la réalisation. Là, par exemple, j'ai choisi de me fabriquer un petit boîtier pour mettre ce montage. Donc là, j'ai récupéré ce bout de plastique là que j'ai réusiné. Et là, voilà le circuit que j'ai choisi et qui devrait, je veux dire, tenir. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de composants. À mon avis, ça va même pas être un câblage très serré. Faut savoir qu'en protoboard, hein, par exemple, là, je vous montre des bouts d'autres circuits que j'ai fait. On peut faire du câblage éventuellement très très serré. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que plus c'est serré, plus ça va être difficile de le débugger et éventuellement plus difficile à faire. Quand vous débutez, vous pouvez bien sûr, au début, je vous conseille partir avec des câblages un petit peu plus aérés. Et voilà, après c'est une question un petit peu d'expérience. Alors il y a aussi le choix, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, de choisir de la matière. On peut très bien prendre ce genre de plaques qui quelque part sont même presque plus faciles, parce que l'ennui de ces plaques là c'est qu'elles ont des trous métallisés qui sont un petit peu des pompes à soudure.
bien que des fois ça a aussi des avantages. L'inconvénient ici, c'est que, comme on va le voir, là il y a le support et tout, c'est-à-dire qu'il va y avoir éventuellement des pressions mécaniques, le bouton est haut dessus, et les plaques en bakélite, comme ça, elles sont beaucoup moins solides que ces plaques-là. Donc quand vous savez que vous allez avoir éventuellement des efforts mécaniques, je vous déconseille quand même de prendre de la bakélite. Voilà, ici j'ai le choix de la plaque. Alors bien sûr, je vais disposer dessus les éléments, sachant qu'après, il faudra que, en fonction de leur position, j'usine ici les trous qui vont bien pour pouvoir faire le montage. Donc voilà, et maintenant je vais là redémonter ici le PCB et on va regarder un petit peu comment on attaque l'implémentation. Après, il faut essayer de regarder un petit peu comment placer les composants. Alors généralement, on essaye de les placer au mieux pour faire, on va dire, les liaisons les plus faciles. Mais là, on a aussi la contrainte d'avoir quelque chose, je veux dire, d'ergonomique pour utiliser le système. Alors j'ai choisi une alimentation par USB. Alors si on prend par exemple des prises USB-C ou micro USB, l'inconvénient souvent c'est qu'on voit c'est plutôt des prises pour CMS, mais heureusement on trouve ce genre de petits adaptateurs qui va permettre de souder, donc là que le plus et le moins sur la carte, mais surtout comme on peut le voir, grâce à ces trous, d'avoir une fixation mécanique assez solide, dans la mesure où il y a quand même une force à chaque fois qu'on branche ou qu'on débranche. Bon, la mode maintenant est plutôt à l'USB-C, mais comme j'en ai plein de ce petit adaptateur et que j'ai plein de câbles micro USB, je vais le faire ici en micro USB. Donc là, je vais pouvoir le positionner ici de façon à faire une ouverture dans le boîtier pour pouvoir facilement le brancher. Ensuite, là, je peux mettre là les 3 LED ici. En fait, c'est pas le bon ordre, pas grave là pour le positionnement. Et donc le boîtier ici de test. Et là, si je mets le bouton ici, on voit qu'il reste largement assez de place après pour mettre les autres composants. Je rappelle que quand on fait ce genre de choses, c'est toujours très important de bien prévoir dès le départ les contraintes mécaniques, les fixations, les choses comme ça. Parce que si on ne le fait pas, après des fois on va être très très embêté. Combien de fois j'ai vu des gars faire des montages et ils se posent pas la question de comment ils vont fixer le PCB, quoi. Et c'est très gênant. Et en même temps, souvent, par exemple, si on utilise des entretoises métalliques, elles vont déborder du trou. Donc, il faut garder de la place autour pour éviter ça. Donc voilà. Alors, en même temps, il y a des fois des composants qui vont nécessiter un petit peu d'usinage du PCB. Ça va être le cas ici pour ce bouton. On voit que ce bouton poussoir ici, il a ici 2 trous assez importants qui en plus au niveau des pattes on pile entre 2 trous je veux dire au pas de 54 de la carte. Donc là il va falloir que je les note et que je les perce, hein, mais c'est important de garder ces petits tétons parce que ils aident au maintien mécanique ici du poussoir. En plus bien repérer le brochage. Ici par exemple le contact se fait entre ça et ça, sachant que ces bornes ici sont reliées. Donc voilà pour ça. Et une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir commencer à mettre après les composants. Alors voyons cela. Bien, et comme souvent, j'ai été obligé de changer un petit peu mes plans. Alors déjà, j'avais prévu, comme on le voit sur le schéma, de mettre un fusible et d'utiliser ce genre de porte fusible ici. L'ennui, c'est que ça prend un peu trop de hauteur et un peu trop de place. Et je me suis dit que bon, pour une fois, on va faire une exception à ma règle. Je vais utiliser ce qu'on appelle un polyswitch, une sorte de fusible à réarmement automatique, qui a l'avantage ici d'être beaucoup plus petit et que je peux ici mettre sur support. Donc je vais faire ça et j'ai aussi décidé de changer un petit peu l'implémentation. En même temps, il faut quand même que je surélève. Je vois que le bouton ici était trop bas, donc voilà, je vais faire un petit peu de changement, mais voilà, après cogitation, là, on voit que j'ai trouvé des vis là pour fixer la prise USB. Là, ça devrait être à peu près bon. Alors, c'est vrai que normalement, quand on monte un PCB, on commence toujours par les éléments les plus plats, les plus petits, et après, on met les plus grands autour. Mais ici, c'est le genre de cas où il faut faire un petit peu une exception à cette règle. Pourquoi? Parce que faut vraiment être sûr que aucun des composants qu'on va monter soit dépasse la hauteur, mais surtout ne viennent empiéter sur la partie de ces composants qui est quand même guidée un petit peu par l'implémentation mécanique. Donc là, je vais les enlever. Je vais bien nettoyer la platine
avec de l'acétone pour bien la dégraisser. Et je vais déjà souder ces composants-là. Et après, on va voir comment on continue. Et voilà, donc comme prévu, j'ai commencé à souder pour l'instant les éléments. Et mettre ici les LED. On voit que les LED, là, je les mets sur ces supports, que je vous avais déjà montré dans un QDN, qui permettent de les tenir pour les mettre à niveau. De même que, comme on peut le voir, j'ai été obligé là de faire cette petite astuce pour surélever un petit peu le bouton. Et donc voilà pour ça. Alors là, c'est sûr que des fois c'est pas très facile de tenir les composants, mais l'astuce, c'est généralement on fait un petit point de soudure, même pas terrible, puis après on réajuste. Par exemple là, j'ai exprès gardé la dernière pour le mettre. Donc la deuxième LED, si je ne m'abuse, elle vient ici. Voilà, donc là on vient la mettre là, comme ça. Donc là, elle est bien à sa place, vu que c'est bien la place que je lui destine. Et on fait attention bien sûr aux polarités. On voit que les connexions communes de ces LED, c'est le plus, l'anode. Donc l'anode, c'est la patte longue des LED. Et donc là, je les mets, si possible, alignés. Ça va faciliter le câblage. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un petit point de soudure vite fait, juste histoire, on va dire, de la tenir. Alors c'est vrai que des fois, c'est un peu acrobatique, mais en général, on y arrive. Puis après, une fois que c'est ça, on va pouvoir corriger le tir pour la mettre bien droit. Donc voilà, là, par exemple, je fais ici mon petit point de soudure. Voilà. Voilà, et maintenant, ce que je peux, c'est la remettre bien droit. Et je rappelle que, quels que soient les composants, en fait, quand ils ont plusieurs pattes, tant qu'on soude d'une patte, on a encore un petit peu de latitude pour les déplacer. Puis après, c'est quand même beaucoup plus difficile. Il faut bien sûr éviter de faire des erreurs, dans la mesure où c'est toujours chiant, une fois qu'on a soudé des trucs, si on doit ici les dessouder. Donc là, voilà. Là, c'est pas mal. Donc maintenant, je peux facilement souder la seconde patte, ici. Alors, c'est pas utile de souder toutes les pattes. En fait, c'est même pas terrible, on va le voir, quand on fait après le câblage. Mais il faut toujours au moins en souder deux, parce que si on en soude qu'une, si derrière on veut se ressouder dessus, le composant va tomber. Donc voilà, là je suis rendu au point où j'ai mis, on va dire, tous les éléments qui ont une place qui doit être imposée par le boîtier quelque part. Et maintenant, j'ai toute liberté pour pouvoir mettre les autres composants au mieux, sachant que il faut bien sûr que je respecte des contraintes de hauteur, pour pas que ça risque de taper. Bon là, je vois que j'ai aucun composant qui soit plus haut que ça, même les condensateurs, donc là j'ai pas de souci. Et bien sûr, toujours faire attention, par exemple, je l'ai dit, aux fixations, aux trucs comme ça. Et donc là, le but du jeu, c'est de limiter au maximum les liaisons. Donc on peut passer les composants de façon à ce que, soit avec leurs pattes, soit avec des petits ponts de soudure, on arrive à faire au mieux pour limiter ça. Donc là, par exemple, je vais, en fonction du schéma, là il y a probablement la place là, de mettre le 555 ici, et je vais essayer de mettre les bons composants, sachant que j'ai aussi là ce polyswitch à mettre là. Alors, je vais faire ça. Voilà, donc là, par exemple, si on regarde bien le schéma, je peux placer ici le 555. J'ai ici les deux résistances que je peux placer. Je les ai pliées avec cet outil CB5 là, qui est très pratique pour les mettre au pas de 254. Et derrière, on voit que j'utilise les pattes des résistances, comme ça, que je plie et que je prépare pour rajouter sur les côtes. C'est pour ça qu'on voit que pour l'instant, c'est intéressant de ne pas souder les pinoches qui vont avoir des connexions, parce qu'on voit qu'on peut mettre les pattes comme ça, arriver dessus, un petit peu comme on ferait des pistes en fait, et maintenant, je vais pouvoir les souder. Et je rappelle que pour souder, il ne faut pas aller trop vite. La plupart des gens soudent trop vite. Une bonne soudure, ça prend au moins 2 secondes. Il faut bien avoir bien chauffé. Et ensuite, voilà les deux parties. Et ensuite, appliquer la soudure si on veut qu'elle soit bonne. Voilà, donc là, par exemple. Voilà, pour avoir, comme on voit, une soudure bien lisse, bien comme ça. Donc voilà. Là, on voit aussi que je peux utiliser la pâte pour aller faire la liaison ici sur le plus.
Donc voilà, l'idée, ça va déjà de faire comme ça au mieux avec les pattes des composants les liaisons, sachant qu'on va pas pouvoir toutes les faire comme ça. Et derrière, on va voir qu'on va utiliser des petits systèmes de fils pour faire les liaisons restantes. Bon alors, je filme pas tout parce que c'est toujours pareil. Donc voilà, donc là je continue à mettre les composants. Donc toujours pareil, en essayant d'avoir des emplacements assez stratégiques. Bon, en même temps, le condensateur de découplage là, je l'ai mis assez près du circuit. Bon, même si ici, honnêtement, ça joue pas énormément. Alors, je rappelle par exemple que quand on veut faire des liaisons comme ça, avec une patte de composants, sans que ça fasse un risque de court-circuit, alors moi j'utilise de la gaine très fine. C'est de la gaine en une sorte de fibre de verre. L'avantage, c'est qu'elle ne fond pas du tout. Donc on peut chauffer la connexion, ça ne craint pas. Et là, par exemple, il faut que je fasse une liaison entre le support ici du polyswitch et la borne là d'alimentation. Alors pour faire ça, il y a plusieurs façons. Mais une façon, là, c'est d'utiliser du fil de la paire téléphonique, hein, comme ça. Donc ça marche très bien. On peut après la rendre de droite, donc en tirant dessus. Donc là, par exemple, je vais dénuder un bout avec ma super pince à dénuder. Hein. Je rappelle, ces pinces là, elles sont vraiment très bien. C'est vrai qu'elles coûtent cher, mais il n'y a pas photo. Donc là, toc, j'enlève l'isolant. Et là, pour les rendre bien droits, les fils, l'idée, c'est qu'il faut les étirer en fait. On prend deux pinces, voilà, et on tire dessus. Et ça les met bien droits. Voilà. Bon, je l'ai fait hors cadre parce que c'est pas très facile, voilà. Donc maintenant j'ai un fil bien droit et je vais venir justement donc le souder directement. Enfin ça revient quelque part à faire les pistes de circuit comme ça. Donc voilà, là je continue mon câblage. Alors des fois il ne faut pas hésiter à faire quelques petits changements par rapport au schéma de principe qui ne change rien d'un point de vue électrique. Par exemple sur le schéma, la résistance de 68 ohms, elle est en série avec les LED qui s'allument. Mais pas sur la sortie du 555. Maintenant, dans un circuit en série, on peut la mettre où on veut, et moi, ça m'arrange de la mettre là. Donc, une deuxième chose que je peux vous montrer, c'est justement, des fois, on peut faire des liaisons en faisant des ponts de soudure. Alors, la technique du pont de soudure, c'est comment? Alors déjà, je rappelle, hein, j'utilise de la soudure plombée à 2% d'argent BMJ, hein, j'utilise toujours. Là, j'utilise un fer avec une panne assez fine, et je le règle à 360 degrés. Alors c'est un peu chaud, mais d'un autre côté, comme c'est une panne assez fine, il y a pas mal de pertes. Et donc pour faire un pont de soudure, j'espère que je vais réussir à bien le montrer. Là par exemple, il faut que j'en fasse un entre la liaison ici de la queue de la résistance et la borne du circuit intégré. Donc on commence à souder les deux pastilles. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Je vais essayer de me mettre comme ça pour bien voir. Voilà. Donc ici, on fait un premier pont, une première soudure, voilà, une autre ici, et après on rajoute un peu de soudure en chauffant, on va dire les deux côtés en même temps, jusqu'à temps que ça fasse un pont qui reste, on va dire, par capillarité. Hein. Là, j'arrive pas bien à montrer ça. Donc là, je fais ici ma soudure, et là pour faire mon pont, voilà. Et là, comme on peut voir, hop, ça a fait un pont de soudure, donc qui fait une connexion directement entre les deux éléments. Bon, là, pas terrible ma soudure. Je vais la reprendre un petit peu, c'est pas grave. Voilà, je rappelle, bon, alors là, bien sûr, des fois, le fait d'avoir fait ça, ça a réchauffé, ça a cassé le pont, mais c'est pas grave, on peut le refaire, et voilà. Voilà, là, on a un très bon pont de soudure. Hein. Je rappelle qu'une bonne soudure, elle doit être lisse, brillante et bien enrober les composants. Donc là, par exemple, j'ai typiquement une excellente liaison. Et c'est ce qui permet, comme ça, des fois, de faire des connexions. Je dirais, quand on peut le faire, c'est mieux que de plier les composants. Parce que si on veut un jour les changer, quand ils sont pliés, c'est pas facile. Là, c'est beaucoup plus facile à dessouder s'il y a besoin. Bon, enfin voilà, vous avez compris le principe, donc je continue. Bon, bah ça avance bien. Alors parfois, ça peut être intéressant de faire des contrôles d'étapes, on va dire. Pourquoi? Parce que si y a une erreur, une mauvaise soudure, une mauvaise connexion, ça peut être plus facile de la corriger avant que toutes les liaisons soient faites, surtout quand on va commencer à faire des liaisons par fil. Donc là, par exemple, normalement, toute la partie alimentation est faite, c'est-à-dire que la LED ici, si j'alimente en 5 volts, elle doit s'allumer. Donc là, on peut voir que j'ai laissé justement des petites pinoches, c'est bien pratique pour pouvoir connecter ici
une alimentation. Donc là je le fais et voilà, on peut voir que déjà là la LED bleue s'allume, ce qui est tout à fait normal. Et ça prouve que moi cette partie là fonctionne avec le poly switch que j'ai mis ici sur son support. Donc là c'est bon. Alors après justement il va falloir maintenant quasiment, je veux dire tous les composants sont mis. Il va falloir simplement maintenant faire des liaisons. Liaisons qu'on peut faire donc soit avec du fil, comme je vous ai montré, ou alors moi j'utilise aussi beaucoup ça, hein, c'est du fil à wrapper. Et ce fil à wrapper, donc pareil, hein, si on le dénude avec le composant qui va bien, voilà, ce petit fil là, ça permet de faire des liaisons très faciles, voilà, dénudées comme ça. Donc voilà, là je vais finir de faire les liaisons qui manquent et on va pouvoir déjà faire donc un premier test hein, de ce circuit. Un autre truc que je ne vous ai pas encore montré, c'est que par exemple il arrive des fois qu'il y ait des pattes de composants qui soient un peu trop grosses pour les trous de la plaque. Alors moi j'utilise ça, je vous ai montré ça dans un QDN, c'est très pratique. J'en ai plusieurs avec différents diamètres, ce qui permet à la main tout simplement d'agrandir le trou. Et c'est très pratique. Alors, je finis ça. Bon, on arrive au bout. Alors, ce que je conseille toujours de faire, quand même, avant de mettre le circuit intégré, c'est de faire une petite vérification. Donc, on peut mettre l'alimentation, par exemple. Déjà vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit. Et en mode voltmètre avec un multimètre, hein, voilà, vérifier, par exemple, qu'il y a les bonnes tensions au bon endroit. Donc là, par exemple, le plus. Voilà, quand je mets, c'est bon, sur le reset. Mais attention, souvent on vérifie que le plus, je veux dire, il faut aussi vérifier la masse. Donc pour ça, on peut tout à fait se mettre sur le multimètre, venir se gripper sur le plus, et vérifier qu'on a bien aussi les tensions, je veux dire, par rapport à la masse. Voilà, ici, donc la masse, elle est là, et a priori, ça le fait bien, donc... ça c'est bon. Alors pour info, j'ai bien fait de vérifier parce que je me suis aperçu de deux choses. La première chose, c'était que il y avait une liaison qui était pas bonne. La soudure, je pensais qu'elle était bonne et c'était pas bon. Et il manquait aussi justement la liaison de masse du 555. Donc je conseille toujours de vérifier avant de mettre les circuits sur support. Dans certains cas, ça peut même les flinguer. Donc maintenant, je vais mettre le circuit sur support et on va pouvoir faire un test réel. Pour le test final, j'ai bien sûr mis une prise USB pour vraiment vérifier que ça s'alimente bien. Donc là, on voit que la LED bleue est allumée. Donc on va déjà tester un premier photocoupleur, donc un bon vieux PC 817. Et donc je le mets, comme pour les boîtiers, 4 broches en bas ici, dans le support. Voilà. Et donc si j'appuie sur le bouton, on voit que les deux LED s'allument bien. Donc ça veut dire qu'a priori il est bon. D'ailleurs on voit que si je ne mets aucun photocoupleur et j'appuie, il n'y a aucune des LED qui s'allume. Ce qui prouve que il n'y a pas de LED et il n'y a pas non plus bien sûr de couplage. Donc ça c'est bon. Là par exemple je teste un photo d'Arlington. Voilà. Ici donc un boîtier 6 broches. Et on peut voir aussi que ça fonctionne. Bon, et impeccable, hein. Donc on peut dire que le circuit il est complètement terminé. Hein, voilà, on peut voir que c'est clean, hein, il n'y a pas rien de spécial à dire. Et voilà donc derrière ce qu'on obtient. Donc voilà, un maximum de liaisons faites par pont de soudure ou avec les pattes des composants. Et le reste fait voilà avec du fil à wrapper ou des petits tubes isolants. Et ça le fait très bien. Donc maintenant, va rester à le mettre dans le boîtier. Donc pour ça, il va falloir bien sûr le refixer ici, bien repérer les coordonnées des découpes à faire, les faire, et ça va être bon. Alors attention, un autre truc, il faut faire très attention quand on a un fond de boîtier métallique comme ça, de faire attention que ça ne touche pas et ça ne puisse pas faire de court-circuit. Ce que je vais faire probablement, je vais par précaution découper un petit carton que je mettrai ici, qui, bon, a priori ça touche pas, mais je vais dire c'est toujours mieux de vérifier. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Bon, et là on est quasiment à la fin.
Donc comme on peut le voir, j'ai fixé le PCB grâce à ces entretoises de millimètres là qui servent à la fois à le fixer et à tenir le dessus. Voilà. Et bah, j'ai usiné ici le boîtier. Voilà. Alors c'est sûr que bon, c'est pas évident, il faut essayer de bien retomber en face des trous. Et mis les autocollants de rigueur. J'ai plus qu'à tout fixer et on fera le test réellement final. Bon bah voilà, CP0160 est complètement terminé. Donc avec tous les autocollants qui vont bien, j'ai rajouté ici des petits pieds pour pouvoir le poser. Et on va pouvoir faire le test final, hein, qui va vraiment dire si cet appareil est conforme. Donc là, je vais brancher donc une prise USB, micro USB, voilà. Donc je vais déjà essayer, donc là quand j'appuie, il n'y a rien qui s'allume, hein, c'est normal. Là, si je mets là un DIL 4, on voit que ça clignote pas bien parce que je l'ai mal mis, voilà. Donc là, on voit que ça fonctionne bien, impeccable. Et là, si je mets un phototransistor DIL 6, on peut voir aussi que ça fonctionne. Donc voilà, on a ici un petit appareil complètement testé. Alors on peut finir bien sûr en beauté, en mettant l'autocollant du contrôle qualité avec la date, et hop, et voilà, CP0160 est bon pour le service. C'est vrai que ça me servira, c'est vrai qu'on fait de la réparation, là ça permettra de facilement tester les photocoupleurs. Voilà donc pour cette réalisation incomplète, on va dire, de vraiment juste l'idée de départ jusqu'à l'appareil terminé. J'espère que ça vous aura intéressé. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire ah, mais pourquoi t'as pas fait un PCB, machin. Alors j'aurais très bien pu faire un PCB, mais encore une fois, et je continuerai toujours à dire ça, pour un circuit que je ne vais faire qu'un seul exemplaire, je vais certainement pas m'embêter à faire un PCB. Je veux dire, j'ai aucun gain à y gagner. Il va falloir le positionner les composants, le router, soit après le graver soi-même, le percer, machin, ou demander à JLP PCB ou PCBWay ou consort et d'aller me le faire. Alors c'est vrai qu'à la fin j'aurai un bon truc clean et tout, mais je veux dire, globalement, je vais y passer beaucoup plus de temps, d'argent et d'énergie, alors que là, bon, ça a pris un peu de temps, parce qu'en même temps j'ai filmé et tout, mais je veux dire, voilà, avec l'habitude, j'y vais vite. Donc je veux dire, dans la mesure où j'ai pas de contraintes qui me poussent à faire réellement un PCB, hein, parce que ça m'arrive d'en faire, honnêtement, je préfère vraiment faire de la protoboard. Ensuite, bien sûr, là c'était un exemple, chaque cas va être différent, parce qu'en fonction des composants que vous avez en stock, des boîtiers, des contraintes mécaniques, de vos capacités d'usinage et tout ça, vous pouvez très bien avoir des choix différents. Si vous n'avez pas ce qu'il faut pour usiner les boîtiers, c'est sûr que vous pouvez câbler ce truc-là vite fait, je veux dire, même avec la version la plus simple que je vous ai montrée, et vous aurez un petit testeur, je veux dire, opérationnel très rapidement. Donc, encore une fois, hein, l'idée ici, c'est pas de dire il faut à tout prix faire comme ça, c'est l'idée pour vous donner des vidéos, des astuces et pour vous montrer un exemple. Enfin donc, voilà, bon, c'est sûr que ça fait une vidéo un peu longue, mais bon. De temps en temps, il faut prendre le temps de faire les choses. Tiens, Caroline, ça va, Caroline, t'étais où? Je t'ai pas vu, t'étais une réunion. Ben, c'est quoi une réunion? C'est comme une réunion avec des trous du cul. Ah bon, tu travaillais au gouvernement, toi? Bon, allez, là-dessus, faites de bons montages et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.